Le siège de Maupertuis. Le roi et ses barons ont mis le siège devant la forteresse de Renard, mais au bout de 6 mois, ils ne sont toujours pas parvenus à s'en emparer. Une nuit, Renard profite du sommeil de ses ennemis pour les humilier. Il s'introduit dans leur campement, les attache par la queue ou par le pied aux arbres sous lesquels ils dorment, puis va rejoindre la reine fière dans sa tente et se couche près d'elle en se faisant passer pour son mari. Surprise, celle-ci pousse un cri. Le cri de la reine tira tous les dormeurs de leur sommeil. Jugez de leur stupeur lorsqu'ils virent ce rouquin de renard en compagnie de la dame, tout à un jeu qui était loin de leur plaire. Tous hurlèrent « Debout, debout! Attrapez ce brigand que l'on prend sur le fait !» Messire Noble se dresse sur ses pattes. Il tire et tire encore, en pure perte. Il s'est presque arraché la queue qu'il a allongée d'un bon demi-pied. Et les autres tirent, tirent encore. Ils sont bien près de se déchirer l'arrière-train. Mais Renard a oublié d'arracher Maître Tardif, le limaçon, le porteur de l'oriflamme, qui court donc délier les autres. D'un coup d'épée, il découpe les nœuds et son zèle est si grand qu'il tranche à chacun le pied ou la queue. Tous se dirigent vers le roi dès qu'ils le peuvent, en grand tapage. À ce spectacle, Renard s'apprête à détaler. Mais au moment où il entre dans sa tanière, Tardif l'attrape par derrière et le ramène par une patte. Une conduite vraiment chevaleresque. Alors le roi, piquant des deux, les rejoint et tous les autres font de même. Seigneur Tardif, qui tient Renard, le remet au roi, arrivé en tête. De tous côtés, on se saisit du goupil. Un sourd frémissement parcourt l'armée entière. Voilà donc Renard capturé, pour la plus grande joie des gens du royaume. Ils le conduisent à la potence. Le roi ne veut pas entendre parler de rançon. Il fait bander les yeux du prisonnier et s'adresse à lui. « Renard, renard, dit le lion, j'ai sous les yeux des instruments de torture propres à vous faire payer tous les excès que vous avez commis dans votre vie, et en particulier le plaisir que vous avez pris avec la reine. Et je vous ai vu tout prêt à me couvrir de honte, mais je sais bien ce qu'il me reste à faire. À présent, revenons à nos moutons, qu'on vous mette la corde au cou. » Le seigneur Isengrin se met debout et empoigne Renard par l'encolure. Il lui assène un tel coup de poing que l'autre en lâche un paix. Et Brun, l'ours, le saisit par la nuque et plante les dents dans le gras de la cuisse. Et Reneul, l'attrapant par la gorge, lui fait faire 3 tours d'un champ d'orge. Tibère le chat, dents et griffes sorties, il les avait fort pointues, prend Renard par la pelisse et lui fait passer un mauvais quart d'heure. Tardif, le porte-bannière, lui donne une fessée. Quelle cohue! Une bête sur 3 ne réussit pas à atteindre Renard. La foule est si dense que ceux qui n'arrivent pas à leur but se bousculent dans la rue. Renard, le trompeur universel, se débat comme un beau diable, mais il est à court d'idées, effrayé de se sentir sur le point de mourir. Dans cette foule, il n'a aucun ami, que des ennemis. Vous savez ce qu'on dit, c'est quand on est en difficulté, ligoté ou pris de force, qu'on reconnaît celui qui nous aime ou se soucie de nous. À voir Renard mis en pièces, Grimbert pleure et prie et implore. N'était-il pas son parent, son ami? Or le voilà attaché et captif, il ne sait comment le secourir car la force n'est pas de son côté. Le rat pelé s'est avancé, il s'est jeté sur Renard, il tombe dans la cohue des pattes. Renard le saisit à la gorge et l'étreint de toutes ses forces entre ses bras, si bien que l'autre n'a plus qu'à mourir. Personne ne fit attention à la scène qui n'eut ni témoin ni spectateur. L'orgueilleuse dame fière, qui est pleine de qualité et de charme, est sortie de la chambre toute frémissante et moite de douleur à cause de Renard et de la honte qu'on lui a fait subir aujourd'hui. Elle se repent de lui avoir donné son anneau car elle sait pertinemment que ce don lui attirera une foule d'ennuis dès que l'affaire de Renard sera réglée. Mais elle n'en veut rien laisser paraître. Elle s'avance à petits pas, s'arrête devant Grimbert et lui adresse de sages paroles. « Seigneur Grimbert, dit la reine, par sa conduite insensée, par sa folie et ses excès, Renard a attiré le malheur sur lui. Il le paie bien cher aujourd'hui. Cependant, je vous apporte ici même un talisman qui protège de la mort toute personne qui a une foi totale en ses pouvoirs. Si le seigneur Renard le portait sur lui, qu'il fût ou non en tort, il n'aurait plus à craindre de mourir. Dites-lui de l'accepter de ma part, mais à voix basse pour ne pas attirer l'attention, car il m'inspire une grande pitié.
N'en parlez surtout à personne. Mes intentions sont pures. Que Dieu me compte au nombre de ses élus. Mais c'est un être si raffiné que ses malheurs me touchent. Dame chère et vénérée, répond Grimbert, noble reine couronnée, puisse celui qui siège dans les cieux et contemple d'en haut toutes choses, le roi et le maître de tout, lui qui vous a élevé à un si haut rang, puisse-t-il vous préserver du déshonneur, car si Renard peut en sortir vivant, il sera désormais le meilleur de vos amis. À ces mots, la reine tend à Grimbert le talisman qu'il s'empresse de prendre, puis elle lui recommande à l'oreille, en grand secret, de dire à Renard que, dès qu'il aura échappé à sa prison, il ne manque en aucune façon, au nom de l'amour qu'il lui a promis, de venir lui parler en tête-à-tête, très discrètement. Alors ils se séparent. Entre-temps, les ennemis de Renard lui ont mis la corde au cou. « Occupez-vous de le pendre, dit le roi, car je ne peux attendre aussi longtemps. » L'exécution aurait bel et bien eu lieu si le roi n'avait regardé en bas, dans la plaine, où il vit venir une imposante troupe à cheval avec bon nombre de femmes éplorées. C'était l'épouse de Renard qui traversait tout un essart en éperonnant sa monture. Elle filait comme le vent, et sa douleur fendait l'âme. Ses trois fils ne traînaient pas en route malgré leurs démonstrations de douleur. Ils se tiraient et s'arrachaient les cheveux, ils déchiraient leurs vêtements. L'on aurait pu entendre leurs cris et leurs vacarmes à une lieue de là. Ils ne venaient pas en bon ordre, mais chevauchaient à bride abattue, menant avec eux un cheval lourdement chargé de richesses pour racheter Renard. Avant que le goupil reçoive l'absolution, ils fendent la foule, et sur leur lancée, ils se jettent aux pieds du roi. La dame a pris tant d'avance qu'elle s'y élance la première. « Messire, pitié pour mon époux au nom de Dieu, le Père Créateur. Je te donnerai toutes ses richesses si tu acceptes de lui faire grâce. » Noble, le roi examine le trésor d'argent et d'or qu'on étale devant lui. Il est fort cupide, et c'est pourquoi il répond « Dame, je vous avoue franchement que Renard n'a pas mes faveurs. Il a fait tant de mal à mes vassaux qu'il est impossible de tout vous raconter. C'est pourquoi je dois les venger. Puisqu'il refuse de se corriger, il a bien mérité la corde. Mes barons me réclament tous de pendre ce brigand. En vérité, si je suis loyal envers eux, on le livrera bientôt au supplice. Mais sire, au nom de Dieu en qui tu crois, pardonne-lui pour cette fois. Pour l'amour de Dieu, répond le roi, et par égard pour vous, je lui pardonne pour cette fois-ci. Mais il va vous être rendu à une seule condition. À la première incartade, il sera pendu. Messire, dit-elle, j'y consens. Je ne viendrai plus jamais vous implorer à son sujet. Alors on ordonne de délier Renard, que le roi fait aussitôt venir auprès de lui. Il s'avance, tout rayonnant, en sautant guilleret et ravi. « Renard, dit le roi, désormais, attention. Vous avez obtenu le pardon de vos fautes, mais à la moindre récidive, vous vous retrouverez au même point. »« Mais sire, répond Renard, que Dieu m'empêche de commettre une faute qui me vaudrait d'être pendu. » Il fait fête à sa famille qu'il voit rassemblée devant lui, embrasse l'un, serre l'autre dans ses bras, car aucun spectacle ne peut lui faire plus de plaisir. Isengrin, quand il le voit libre, préférerait être à 100 pieds sous terre. Chacun est envahi par la crainte d'être à nouveau la victime du goupil, ce qui ne manquera pas de se produire, si Dieu lui accorde de vivre jusqu'au soir, ou même un peu moins. Au moment où les barons comptent se retirer, le roi, qui regarde la route, voit venir par un chemin de traverse une bière portée par 2 chevaux. C'est Chauve, la souris, avec la dépouille de son mari, le rat pelé, que Renard a étranglé en l'étouffant sous lui. Pour accompagner Dame Chauve, viennent sa sœur Dame Fauve et 10 autres frères et sœurs. Vers le roi s'avancent en poussant de grands cris ses fils et ses filles, une bonne quarantaine, sans compter les cousins, plus de 60. Le concert de leurs plaintes en chemin fait retentir tout l'espace et frémir toute la voûte céleste. Le roi s'est légèrement déplacé vers la droite pour voir ce qui se passe. Les cris, le vacarme qui lui parviennent, ne le mettent pas de bonne humeur. Quand Renard entend s'approcher le cortège funèbre, il se met à trembler de peur. Cette bière l'effraie. Il renvoie sa femme à la maison avec ses gens et ses enfants. Il quitte discrètement le camp et s'en retourne vivement à cheval. Mais lui, le misérable, il reste là, au milieu du danger.
La bière arrive à vive allure. Dame Fauve fend la foule, et dès qu'elle voit le roi, se précipite vers lui. Messire, pitié crie-t-elle. Elle tombe à terre, évanouie. La bière tombe de l'autre côté. Tous en chœur se plaignent de Renard, dans un tel vacarme que l'on n'aurait pas entendu Dieu tonner. Alors le roi veut arrêter Renard, mais celui-ci n'a que faire de son sermon. Il a pris la fuite sans l'attendre. C'est un sage parti, car sa perte est imminente. Il grimpe au sommet d'un grand chêne. Tous les autres, en rang serré, s'élancent à sa poursuite et s'arrêtent au pied du chêne autour duquel ils mettent le siège. Impossible à Renard de descendre sans passer parmi eux. Le roi arrive et lui ordonne de descendre. Messire, je m'en garderai bien, à moins que vos barons me jurent qu'ils ne me feront aucun mal, et que vous-même me garantissiez cela par des otages, car il y a autour de moi, ce me semble, beaucoup de mes ennemis. Si chacun d'eux me tenait dans ses mains, ce ne serait certainement pas pour me donner du pain. Maintenant, tenez-vous tous bien tranquilles en bas. Racontez l'histoire d'Augier et de Lanfroy. Si quelqu'un en connaît d'autres, qu'il les raconte. Moi, d'en haut, je n'aurai pas de peine à les entendre. Les quolibets de Renard mettent le roi dans une colère noire. Ils donnent l'ordre d'apporter 2 cogners. On commence à abattre le chêne. Quelle peur à Renard quand il s'en aperçoit. Il voit les barons en rang serré, brûlant de se venger. Il ne sait comment il pourra s'en sortir. Il commence à descendre un peu, une grosse pierre à la main. Il voit Isengrin s'approcher de lui. Mais écoutez bien ce qu'il a l'audace de faire. De sa pierre, il frappe le roi près de l'oreille, si bien que même pour 100 marcs d'or, le souverain n'aurait pas pu s'empêcher de tomber. Tous les barons se précipitent vers lui et le soutiennent entre leurs bras. Pendant qu'ils s'occupent de soutenir leur suzerain, Renard saute à terre et s'enfuit. Quand ils le voient, tous le couvrent de huées, unanimes pour proclamer que jamais plus ils ne le poursuivront, car ce n'est pas une créature normale, mais bel et bien un rejeton du diable. C'en est maintenant fini de la poursuite. Renard s'enfuit vers un enclos. Les barons emportent leur maître directement dans le palais royal. Pendant 8 jours, le roi se fait saigner, dorloter, divertir, si bien qu'il recouvre la santé. Voilà donc comment Renard se tire d'affaire. Que chacun soit désormais sur ses gardes.